Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet fascinant, mais attention, c'est du lourd. On va décrypter ensemble les tactiques ultra machiavéliques présentées dans un récent exposé de la chaîne Mind Bilarabi, qui se base sur le best-seller de Robert Greene, Les 33 stratégies de la guerre. L'idée ici, c'est de laisser sa naïveté au vestiaire et de comprendre le parcours psychologique nécessaire pour atteindre une vraie maîtrise stratégique dans notre monde hyper compétitif. Au programme de cette exploration, 6 grandes étapes. On commence par la fin de la paix permanente, ensuite on verra comment forger un esprit stratégique, les arts de la contre-attaque, le démantèlement des alliances, la guerre d'usure et enfin l'émergence de ce qu'on appelle le guerrier silencieux. Allez, on entre dans le vif du sujet avec notre première partie, la fin de la paix permanente. Depuis l'enfance, on nous répète souvent qu'il faut éviter le conflit à tout prix, qu'il faut faire des compromis. Sauf que l'exposé démonte complètement cette idée avec un constat très simple. La vie n'est tout simplement pas un lieu de paix permanente. En fait, que ce soit au bureau, dans le monde des affaires ou même dans certaines relations sociales, on navigue sur des champs de bataille qui avancent masqués. Et vouloir à tout prix jouer selon les règles de la paix, quand les autres cherchent à s'accaparer de l'énergie, du temps ou du pouvoir, eh bien c'est la garantie absolue de se faire écraser. L'analyse met en lumière un contraste hyper intéressant. D'un côté, il y a l'approche pacifique et naïve. C'est l'attitude qui consiste à toujours s'effacer, à faire des concessions sur ses propres principes et à se cacher dans une espèce de zone grise de confort. Mais face à ça, on nous propose d'adopter la posture calculée d'un général militaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire accepter que le conflit est parfois totalement nécessaire. L'objectif n'est pas de devenir agressif ou violent, pas du tout. L'idée, c'est d'agir avec stratégie et surtout de poser des limites ininfranchissables. Ce qui nous amène logiquement à la deuxième partie, comment forger cet esprit stratégique. Avant même de songer à engager la moindre bataille à l'extérieur, il va falloir construire une véritable forteresse mentale. Et la source identifie 3 grandes transformations internes pour y arriver. Accepter la polarisation, garder une froideur absolue, et enfin, entrer sur le fameux terrain de la mort. On commence par un concept assez provocateur. L'ennemi est un cadeau. On a souvent tendance à vouloir plaire à tout le monde, mais l'exposé nous dit que c'est une faiblesse mortelle. Déclarer des principes clairs, ça va forcément diviser les gens autour de soi. Et c'est exactement le but. Un ennemi, c'est pas forcément un type avec une épée. Ça peut être un concurrent direct, un collègue toxique. Le fait d'identifier cette opposition guérit instantanément de la paresse et nous donne une boussole pour savoir exactement dans quelle direction avancer. Et pour gérer ces oppositions, la deuxième étape est illustrée par cette image brillante. Un esprit calme comme un lac gelé. Il faut bien comprendre que la plus grande arme d'un adversaire, c'est sa capacité à nous faire perdre nos moyens émotionnels. La colère, ça aveugle. En gardant un détachement glacial quand on est provoqué, on garde une vision d'ensemble. Et c'est cette clarté qui permet de repérer instantanément les failles fatales de l'autre camp. Pour la troisième étape, l'analyse ressuscite un vieux concept tactique vraiment puissant, le terrain de la mort. À l'époque, certains généraux brûlaient carrément leur propre navire après avoir débarqué sur les côtes ennemies. Plus de retraite possible. L'armée devait vaincre ou mourir, ce qui réveillait un instinct de survie primaire phénoménal. Comment on adapte ça aujourd'hui? En se créant artificiellement des échéances publiques impossibles à reculer, ou en s'engageant financièrement sans aucun filet de sécurité. Ça détruit la procrastination en une fraction de seconde. On passe maintenant à notre troisième partie, les arts de la contre-attaque. Bon, maintenant qu'on a le bon état d'esprit, on fait quoi concrètement? Beaucoup de gens pensent qu'il faut toujours prendre l'initiative et frapper en premier. Mais l'exposé est catégorique, c'est un truc d'amateur. Lancer la première offensive, c'est le meilleur moyen d'abattre ses cartes, d'épuiser son énergie et de laisser l'adversaire bien à l'abri pour observer notre stratégie. Le maître stratège, au contraire, utilise la patience comme une arme de destruction massive. La vraie mécanique, elle est là, et c'est fascinant. L'astuce consiste à laisser l'autre bouger en premier, et à faire semblant de reculer ou d'être en difficulté. Qu'est-ce qui se passe alors? L'ego de l'adversaire gonfle. Et l'ego, c'est le piège parfait. Convaincu de sa supériorité, l'adversaire va s'enflammer, avancer de manière imprudente et, forcément, s'exposer. C'est à la seconde précise où il est en plein déséquilibre qu'il faut lancer la contre-attaque, chirurgicale et dévastateur. Quatrième partie de notre plan, démanteler les alliances et cacher ses intentions. Imaginons une situation classique. On se retrouve face à un groupe uni, un petit gang au bureau par exemple, qui est franchement hostile. Attaquer de front, ce serait du suicide. L'approche recommandée, c'est de la jouer comme un agent de renseignement. Derrière les sourires de façade, tous les groupes cachent des jalousies, des petites rancœurs. Il suffit de trouver ces fissures et d'y planter des petites graines de paranoïa en faisant fuiter de fausses informations de manière très discrète. Le but? Laisser le groupe s'entre-déchirer de l'intérieur. Une fois divisés, ils deviennent extrêmement vulnérables. Bien sûr, pour mener ce genre d'opération sans se faire repérer, l'exposé insiste sur l'importance de l'écran de fumée.
Dans un environnement toxique, être un livre ouvert, c'est se mettre en danger de mort. Si l'adversaire connaît le véritable objectif, il peut facilement le bloquer. Il est donc indispensable de brouiller des pistes, parler constamment de projets secondaires qui n'ont pas d'importance, ou carrément jouer un peu au naïf pour que les autres baissent leur garde et sous-estiment nos capacités réelles. On aborde la 5e partie, la fameuse et redoutable stratégie de la guerre d'usure. Comment fait-on quand on affronte beaucoup plus fort que soi? Une immense institution ou un supérieur qui a tout le pouvoir formel. L'affrontement direct n'a aucun sens ici. Comme le montre si bien la comparaison, on ne cherche pas le chaos rapide. La guerre d'usure, c'est tout l'inverse. On abandonne le terrain de la force brute pour aller sur le terrain psychologique. Le but n'est pas de détruire la structure, mais de drainer la volonté pure. En d'autres termes, c'est la mort par 1000 petites coupures. Au lieu de lancer une grande attaque, on multiplie les minuscules désagréments au quotidien. Des choses qui ne justifient jamais qu'on hausse le ton, mais qui fatiguent. On fait perdre du temps sur des détails inutiles. On crée une tension constante en fond. Et le pire, c'est que l'adversaire s'épuise tout seul à courir après des fantômes. Il finit par s'effondrer nerveusement avant même qu'on ait eu besoin de porter le moindre coup officiel. Et nous voici enfin à la 6e et dernière partie, la naissance du guerrier silencieux. Tout ce qu'on vient de voir aboutit à la création d'un archétype bien particulier. Alors oui, l'analyse admet volontiers que ces méthodes peuvent sembler sombres, voire complètement machiavéliques aux yeux du grand public. Mais en réalité, c'est simplement la boîte à outils essentielle de ce qu'on appelle le guerrier silencieux. C'est quelqu'un qui a mis de côté l'idéalisme naïf pour voir le monde tel qu'il est, un échiquier souvent impitoyable. C'est surtout quelqu'un qui refuse fermement de se laisser marcher sur les pieds ou d'être la victime des règles fixées par les autres. On termine cette analyse sur une réflexion qui secoue un peu. Au bout du compte, l'exposé nous met face à un choix très clair et très abrupt. Est-ce qu'on va continuer d'accepter passivement d'être un simple pion qu'on déplace sur le plateau, ou bien est-ce qu'on va s'emparer de ces stratégies pour devenir le général qui maîtrise la partie? Ça donne vraiment matière à réfléchir, n'est-ce pas?